Bienvenue à toutes et à tous. L'heure bleue sur France Inter. Beaucoup d'hommes de gauche ne comprennent pas ce qu'est le démos, l'ensemble des citoyens en corps. Or, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et c'est le rôle de l'école de former ce citoyen et de construire le civisme. Jean-Pierre Chevènement est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Qui veut risquer sa vie la sauvera, mémoire ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Jacques Brel, La Quête. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Vous souvenez-vous, Jean-Pierre Chevènement, des premières années de la petite école, quand vous étiez dans ce village du Haut-Doubs et que l'institutrice était votre mère? Elle vous appelait comment? Mon fils ou Monsieur Chevènement? Elle devait m'appeler par mon prénom, comme elle appelait tous les autres élèves. Et moi, je lui répondais « Madame », comme tous les autres élèves. C'était le principe d'égalité. Et vos petits camarades savaient que l'institutrice, c'était votre mère? Bien sûr, ils le savaient. Et je devais en payer le prix, car on n'est pas impunément le fils de l'institutrice. Que voulait dire pour votre mère être institutrice dans ces années de guerre? Ah, elle portait une foi laïque incandescente, et je dirais que l'occupation était pour elle un scandale qu'elle imputait à la veulerie de nos officiers. Et
Je dirais qu'elle était une leçon de résistance à elle seule. C'est elle qui vous a appris les valeurs de la République ? Elle les pratiquait, et par conséquent, elle n'avait pas besoin de me les apprendre, je les apprenais tout seul. Vous étiez un bon élève ? Ma mère ne me demandait pas de faire de devoirs, considérait que j'étais suffisamment en avance comme cela pour mon âge. Donc, bien que je me sois fait l'apôtre d'une école structurée, j'ai bénéficié en fait d'une éducation très libérale. Votre père aussi était instituteur, mais il n'était pas là puisqu'il faisait la guerre. Et quand il est revenu, qu'avez-vous ressenti ? Un changement profond, puisque les 6 années précédentes, je les avais vécues en tête-à-tête avec ma mère, et l'irruption de mon père en pleine nuit, libéré de sa captivité en avril 1945, dérangeait cette situation monopolistique. Et vous, quand vous étiez enfant, avec votre père instituteur, votre mère institutrice, aviez-vous le désir, la vocation de devenir à votre tour un jour instituteur de la République ? Cette idée m'a traversé l'esprit, mais j'étais bouleversé par tout ce qui s'était passé dans ces années de ma petite enfance. Les Allemands qui occupaient l'étage de l'école où nous habitions, ma mère et moi, et puis les maisons de ma grand-mère qui avaient brûlé, la voiture de ma mère qui avait été confisquée par les Allemands, la Gestapo qui avait convoqué ma mère à Montbéliard pour s'enquérir de ses activités. Elle faisait des tracts contre le maréchal Pétain avec la postière du village. Donc pour moi, il y avait un désordre du monde qu'il fallait corriger. Et par conséquent, dès ma petite enfance, j'ai conçu la politique comme un moyen de refaire l'histoire, de refaire une histoire qui m'aurait davantage arrangé, qui aurait corrigé ce que celle que j'ai vécue avait de blessant et d'humiliant. Vous voulez dire que très jeune, vous avez eu envie de faire de la politique, Jean-Pierre Chevènement ? Je crois qu'on peut dire ça. J'ai eu envie d'abord de m'évader dans les livres, de comprendre ce qui était arrivé, et mes parents ne reculaient devant rien pour satisfaire ma curiosité. La politique est venue un peu plus tard. Je concevais que la France était enlisée dans des guerres coloniales sans issue. Et pour moi, Mendes France a été la grande révélation. J'avais 15 ans. J'ai failli adhérer au Parti radical. Mais, voyant le permanent dans la pénombre, j'avais pris mes jambes à mon cou. Et j'ai remis ça longtemps plus tard. Disons que la politique m'intéressait. Et j'étais, comme on disait alors, madésiste. Je suis monté à Paris à 18 ans pour poursuivre mes études à Sciences Po. Mais très vite, j'ai compris que pour éviter la guerre civile, pour donner à l'Algérie l'indépendance, ce n'était pas Mendes France qu'il fallait, c'était De Gaulle. Et par conséquent, appelé sous les drapeaux, comme on disait, c'est-à-dire jeune appelé puis jeune officier du contingent, j'ai vu dans De Gaulle la figure qu'il fallait suivre. Et par conséquent, j'ai fait mon service militaire dans les SAS d'abord, puis ensuite j'ai répondu aux souhaits que le général de Gaulle avait exprimés, c'était la période de l'OAS. J'ai rejoint à Oran la préfecture de région où on m'a attribué une fonction bizarre. J'étais chargé des relations militaires avec l'armée française, mais aussi avec l'armée algérienne. Donc, je peux dire que j'ai fait une guerre pas comme les autres, puisque je me suis trouvé plongé dans le bain très tôt, à la fois d'une double guerre civile, entre l'OAS et puis le pouvoir du général de Gaulle, et puis d'autre part, une guerre civile entre Algériens, parce que Ben Bella arrivait du Maroc avec l'armée de Boumedienne, occupait Oran, avant de se diriger vers Alger, où il allait liquider le gouvernement de Ben Reda, le GPRA,
avec lequel la France avait conclu les accords d'Évian. Donc c'était une situation tout à fait originale, et j'ai vu de près des choses tout à fait étonnantes. J'ai vu par exemple Ben Bella tirer l'oreille du Boumedienne en disant, en riant, voilà l'homme qu'on accuse de vouloir comploter contre moi. Et j'ai vu Boumedienne rougir jusqu'aux oreilles. Et ça, ce sont des scènes qui ne s'oublient pas. J'ai vu aussi beaucoup de choses à Oran au moment de l'indépendance du 5 juillet, où j'ai failli moi-même être enlevé par un groupe de ce qu'on appelait des athéos, auxiliaires temporaires occasionnels, policiers de rencontre qui n'avaient aucune formation, qui ont largement contribué à étendre le désordre qui régnait dans cette espèce de no man's land de la légalité, puisqu'il n'y avait plus de souveraineté française, il n'y avait pas encore de souveraineté algérienne. Alors justement, ce concept de souveraineté aujourd'hui, comment vous le définiriez ? Vous avez participé donc à cette guerre d'indépendance, vous avez vu l'avènement de l'indépendance de ces pays du Maghreb. Pensez-vous que cette indépendance se soit bien passée ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on paye encore les conséquences à travers la tragédie de l'assassinat de Samuel Paty, de quelque chose de l'ordre d'un cordon ombilical qui n'a jamais véritablement été coupé ? Alors franchement, je crois que ça n'a rien à voir. Parce que, bien entendu, l'Algérie peut nourrir un certain ressentiment à l'égard de la France. Mais enfin, c'est une vieille affaire qui a mal commencé. Le jour où un soldat français, sous l'autorité du maréchal de Bourmont, a posé le pied sur la plage de Sidi Ferruche, on s'est trouvé embarqué dans une affaire qui allait être très difficile à redresser. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le peuple algérien est un peuple musulman. Pour autant, la lutte du peuple algérien était une lutte d'émancipation pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et je mets en garde tous ceux qui voudraient établir un signe d'égalité entre la lutte de libération du peuple algérien et d'autre part l'islamisme radical dont on a vu le produit avec l'assassinat horrible de Samuel Paty. Je pense que ce sont deux inspirations tout à fait différentes. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que l'Algérie a été elle-même la proie de l'islamisme tout au long des années 90. C'est un pays qui a beaucoup souffert des islamistes. Et par conséquent, je dirais que, bien sûr, il y a une histoire entre l'Orient et l'Occident. Bien sûr, l'islamisme a ses racines endogènes en Orient, qui sont très loin dans le passé. Il faudrait remonter à Ibn Tamiya et à l'école hanbalite plutôt. Et puis, si on voulait se rapprocher de l'actualité, il faudrait dire les frères musulmans d'un côté et les wahhabites de l'autre. C'est là les sources de l'islamisme radical. Ce n'est pas le nationalisme algérien ou le nationalisme arabe, qui au contraire était un nationalisme laïque. Et je regrette que nous n'ayons pas su engager le dialogue quand il le fallait avec ces peuples qui voulaient se libérer d'eux-mêmes et accéder finalement à une indépendance, à une démocratie qui les aurait rapprochés de nous. Au contraire, nous avons plutôt renforcé l'autre camp, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus réactionnaire, le wahhabisme. On se rappelle, pour moi ça a été évidemment très important, la guerre du Golfe, mais on sait que vous avez démissionné du gouvernement. Mais j'ai démissionné parce que je voyais la suite, et la suite c'était l'explosion de l'islamisme sunnite. Il y avait déjà l'islamisme chiite en Iran, mais il y a eu alors Al-Qaïda, et avec la deuxième guerre du Golfe et la destruction de l'État irakien, il y a eu une extension de Al-Qaïda avec al-Zarqawi, puis il y a eu Daesh, tout le monde s'en souvient, mais ces événements ne sont pas tombés du ciel, ils ont une histoire. Et s'il y a des facteurs endogènes dans l'islamisme, bien évidemment, très puissants, il y a aussi des erreurs commises par l'Occident qui ont encouragé le développement de ces mouvements fondamentalement réactionnaires et contre lesquels il faut lutter. Des erreurs diplomatiques, des erreurs politiques, Jean-Pierre Chevènement ? Eh bien, des erreurs diplomatiques, si vous voulez. La guerre du Golfe, on aurait très bien pu l'éviter. Une médiation arabe aurait permis
aux Irakiens d'évacuer le Koweït, et l'affaire aurait pu être soldée sans les millions de morts que cette guerre a entraîné directement et indirectement. Et puis, je dirais que la suite, elle est à l'avenant. La Libye, c'est la même chose. Nous éliminons Kadhafi pour finalement ouvrir la voie à une sédition de tribus plus ou moins islamistes et qui vont ouvrir la voie à la déstabilisation du Sahel. Même chose en Syrie, où pratiquement nous avons failli mettre au pouvoir les islamistes se réclamant d'Al-Qaïda en leur tapant dessus en 2013. Je pense que l'absence de connaissance de l'Orient pèse lourdement sur les orientations de notre politique. Nous avions jadis une école d'orientalistes admirable, les Massignon, les Berck, que j'ai bien connus, qui étaient pour moi un ami, un maître, les Charles-André Julien, les Henri Corbin, combien d'autres qui étaient d'immenses figures, et des humanistes. Je pense que nous manquons aujourd'hui sérieusement de cette capacité de compréhension, d'empathie, qui nous permettrait de restaurer le dialogue avec ces peuples qui sont nos voisins et avec lesquels nous avons fait une longue histoire. Je veux quand même rappeler que des dizaines de milliers de soldats musulmans se sont sacrifiés pendant les 2 guerres mondiales pour que la France reste un pays libre ou le redevienne. Alors on va pas refaire l'histoire, hélas, Jean-Pierre Chevènement, on va pas non plus pratiquer l'encensement et l'admiration vis-à-vis de dictateurs comme Kadhafi, Bachar el-Assad toujours vivant et Saddam Hussein. Mais pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, l'islamisme politique meurtrier tombe-t-il sur la France ? Pourquoi ces assassinats et ces tragédies tombent-ils sur nous, peuple français ? Ils ne tombent pas que sur nous. Je vais citer l'Algérie, on pourrait parler de l'Irak, qui a énormément souffert, on pourrait parler de la Syrie, on pourrait parler de l'Afghanistan, on pourrait parler de très nombreux pays, des États-Unis même, qui ont souffert de l'islamisme radical. Alors nous souffrons, nous particulièrement, parce que nous sommes en Méditerranée, la grande puissance qui a jadis colonisé, mais qui est encore très présente aussi bien au Moyen-Orient qu'au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Et nous avons une vision assez claire dont doit s'organiser la coexistence des religions sous l'ombrelle de la laïcité, un principe qui sépare la religion du politique et qui permet aux citoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, leur philosophie, de s'entendre à la lumière de la raison, de dégager de manière argumentée ce qui est le meilleur intérêt général. Donc ça, c'est une école, une discipline de l'esprit à laquelle forme l'école républicaine, et c'est ce que les islamistes radicaux ne nous pardonnent pas. Ce n'est pas un hasard si c'est un enseignant qui a été martyrisé par un de ces fous qui cherchait une proie, une victime, ce puissant ressentiment, ce chaudron de haine cherche des victimes. Il suffit d'un incident qui apparaît sur les réseaux sociaux pour que les victimes soient désignées et sacrifiées. Vous venez de parler de l'islam en termes de civilisation, vous venez de parler de la qualité des enseignants et de cette école orientaliste en France qui nous caractérise et qui nous singularise dans cette culture française. Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Berck sur l'islam comme civilisation. C'est une archive INA du 4 novembre 1980. On pense trop souvent à l'opinion, à l'idéologie ou à la théologie. Or, l'islam n'est ni une théologie, ni une opinion, ni une idéologie. Et la liberté de religion n'est très souvent, ou trop souvent, qu'une liberté d'indifférence. C'est parce que ce n'est pas important, ça agit dans le fort intérieur, dans le domaine de la subjectivité, que finalement chacun peut croire ce qu'il veut. Or, en islam, l'islam n'est pas seulement religion en ce sens moderne,
mais il est également un ensemble de normes et de normes légales. Il est un système économique, un ensemble de valeurs. On ne l'a pas suffisamment dégagé, mais il faut le dégager aujourd'hui. Ce sont des relations sociales, c'est une communauté, une umma wahida. Donc, l'islam a une volonté globalisante de totaliser dans une vision unique le religieux, le social, l'économique, le culturel. Et c'est pourquoi votre définition de l'islam comme culture, ou plutôt comme civilisation, me touchait, et que le mot de din, j'ai peine à le traduire, en tout cas comme religion, parce qu'il y a un ayat, une sentence fameuse qui dit « lakum dinukum waliya din ». Il est bien évident que lorsqu'on renvoie ceux qui ne croient pas à leur dîne, on ne les renvoie pas à la religion au sens de monothéisme. Il s'agit donc d'observance, de coutumes vécues, d'expérience, expérience des choses ou des choses. Et je crois qu'il est plus juste à ce moment-là, sans refuter du tout le sens religieux, mais de le prendre dans un sens plus fort et plus traditionnel qu'on ne le fait d'habitude. Nous venons d'entendre les propos de Jacques Berck qui rejoignent un peu votre culture, votre amour de la civilisation musulmane, Jean-Pierre Chevènement. Si vous le permettez, ces propos sont de 1980, c'est-à-dire à une époque où tous les esprits lucides s'inquiètent de la montée de l'islamisme radical. En Iran, avec l'ayatollah Khomeini, en Arabie Saoudite, avec l'occupation des lieux saints de la Mecque, en Afghanistan, avec l'envoi des Moudjahidines contre les soldats soviétiques. Partout, on sent que les choses sont au début d'un basculement. Et Jacques Berck rappelle que l'islam n'est pas qu'une religion au sens où nous l'entendons, c'est véritablement une religion ancrée dans une civilisation, un code juridique, une manière d'être qui font que l'islam, de ce point de vue-là, ressemble beaucoup à ce que devait être le christianisme au XIIe ou XIIIe siècle. Alors, vous avez été président de la Fondation pour l'Islam de France, et quand vous l'étiez, vous avez proposé des pistes de réflexion au gouvernement, puisque je crois que c'est Emmanuel Macron qui vous a proposé de devenir président de la Fondation, et vous avez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins de 2 ans, vous avez proposé la création d'une université destinée aux imams. Qu'est devenue cette proposition et pourquoi n'en parle-t-on plus du tout aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement ? Alors, en fait, c'est Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui m'a proposé de lancer cette fondation, qui est une fondation laïque, éducative, culturelle, pour expliquer ce qu'étaient les fondements scientifiques de l'islam, pour le délivrer des interprétations littéralistes, pour faire en sorte que les imams puissent recevoir une formation profane, républicaine, civique. Et il y a en France une bonne vingtaine de formations à l'université fréquentées par 400 cadres religieux divers, mais qui apprennent ce qu'est la République. Alors tout ce qui est le versant religieux, par définition, loi de 1905 oblige, l'État ne peut pas s'en occuper. Seuls les musulmans peuvent s'en occuper, et c'est probablement le rôle du Conseil français du culte musulman, qui a émergé quelques années après que j'ai lancé la consultation sur l'islam de France, en 1999. C'est le rôle du CFCM, donc, de définir des parcours labellisés, d'habiliter un certain nombre de personnes à exercer la fonction d'imam, le cas échéant, les déshabiliter s'ils manquent à leur devoir républicain. Donc c'est un travail que seul le CFCM peut faire. Mais je pense qu'un bon dialogue est en train de s'instaurer avec son actuel président, M. Moussaoui. Je veux revenir sur ce que vous avez dit concernant la Fondation de l'Islam de France. Je n'en suis plus le président, car mon rôle était de lancer cette institution. Son président, c'est Raleb Bencher, un citoyen français courageux, et il faut être courageux pour tenir le discours qu'il tient, et pour être justement à l'avant-garde de cet islam des Lumières. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que cette fondation recevrait des subsides relativement importants pour poursuivre la tâche qu'elle a entamée sous ma présidence, par exemple, la création d'un campus Lumière d'Islam, ou bien le développement d'actions sociales, d'actions culturelles,
qui permettent de penser qu'entre les musulmans, les juifs, les chrétiens et les autres, eh bien, l'avenir n'est pas forcément la guerre civile, ça peut être aussi la compréhension mutuelle, ça peut être l'exploration de nos sources communes. Comment considérez-vous aujourd'hui le concept et la définition et l'application de la laïcité en France, et trouvez-vous qu'il faut lui donner peut-être une propagation d'enseignement à l'intérieur de toutes les écoles, et ce peut-être dès l'école primaire? Et pensez-vous aussi que ce terme de laïcité non seulement devrait être plus enseigné, mais peut-être plus propagé, plus explicité, plus déployé à l'intérieur de l'espace public, Jean-Pierre Chevènement? Mais la France est une république laïque, c'est sa constitution qui le dit. Je regrette qu'on ne l'explique pas assez et qu'on n'explique pas suffisamment ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire cette séparation entre le politique et le religieux, mais aussi cette discipline collective qui consiste à traiter par les voies de la raison raisonnante, d'une raison modeste, mais tout ce qui peut faire problème, tout ce qui peut diviser. Et la laïcité, c'est cette école à la fois de tolérance et de raison qu'il ne faut pas séparer de son substrat culturel, qui est l'idéologie des Lumières. Et s'il y a un reproche que j'aurais à faire à beaucoup de nos dirigeants, c'est de ne pas avoir compris ce qu'était la laïcité, qui est un instrument d'émancipation, de libération. Et moi, je crois beaucoup à la modernité de la laïcité dans le monde d'aujourd'hui, non pas seulement en France, mais dans le reste du monde, et y compris dans les pays musulmans, dans les pays arabes. Je pense que la violence de la réaction de M. Erdogan à l'égard du président Macron, c'est une réaction contre justement le caractère emblématique de cette valeur de laïcité, avec ce qu'elle porte en elle, c'est-à-dire des limites mises à l'ingérence de la Turquie dans nos propres affaires, à travers des systèmes d'imams payés par la Turquie, par le ministère des Affaires religieuses, la Diyanet, avec des prônes qui sont écrits à Ankara. Tout cela est évidemment une question qui devrait être abordée entre Paris et Ankara, mais qui devrait l'être par les voies de la diplomatie, de façon à ce que cette anomalie cesse. Je vous propose d'écouter Mona Ozouf. Vous le savez, c'est la grande historienne de l'histoire de la laïcité et de l'importance de cette laïcité. Elle va développer l'idée, je pense que vous y souscrivez, Jean-Pierre Chevènement, que la laïcité ne va pas sans l'importance de l'éducation. On l'écoute, Mona Ozouf. Je continue à penser que mieux vaut recevoir l'enseignement républicain avec un foulard sur la tête que ne n'en pas recevoir du tout. Au fond, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est d'abord la liberté, et c'est la liberté qui doit être laissée libre d'errer. C'est pas la liberté qui doit nécessairement conduire vers le bien, c'est la liberté qui prend le risque de l'erreur. Je trouve que le débat qui est le plus extraordinaire sur ce point, c'est le débat sur la lecture dans la discussion des lois laïques de Ferry, où il y a un grand débat sur la lecture. Les conservateurs catholiques disent, avec l'obligation, tout le monde va savoir lire, et donc, les gens vont pouvoir lire de mauvais livres. Et s'ils lisent de mauvais livres, ben voilà, c'est fini, de la morale, etc. Bref. Et Ferry répond de manière absolument extraordinaire en disant, mieux vaut lire et lire de mauvais livres. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas le contenu qui compte, mais c'est l'acte de lire. L'acte de lire est en lui-même émancipateur. Et donc, je crois que si on pense ainsi la laïcité, d'abord il faut peut-être donner en effet du temps au temps, il faut peut-être faire confiance à la tradition républicaine, mais à condition de la considérer comme une tradition de liberté. C'est la liberté qui doit être principielle dans toute cette affaire. Alors, nous venons d'entendre les propos de Mona Ozouf sur la laïcité. Nous venons de l'entendre faire l'éloge de Jules Ferry. Je sais que c'est une de vos idoles, hein, Jules Ferry, Jean-Pierre Chevènement. Je préfère Jaurès. Mais en même temps, ça m'étonne pas de vous. je reconnais à Jules Ferry les mérites qui sont les siens. Je veux dire que j'ai plus qu'une nuance avec Mona Ozouf, car elle dit « Il vaut mieux que ces jeunes filles reçoivent l'enseignement républicain avec un foulard sur la tête. » Oui. Mais en Égypte, en Algérie, il y a 40 ans,
les petites filles n'avaient pas de foulard. Aujourd'hui, elles en ont. Et il a fallu 10 ans entre l'affaire du voile à Creil et puis la loi qui empoisonne encore notre communauté nationale. Non, elle ne l'empoisonne pas. Elle assainit les choses en ce sens que elle dit très bien qu'à l'école, qui est un espace d'acquisition du savoir, qui est un espace républicain, il n'y a pas place pour des signes d'appartenance religieuse ostentatoires. Moyennant quoi, effectivement, les petites filles musulmanes enlèvent le voile quand elles ont un voile, parce qu'elles n'ont pas toujours un voile et il n'est pas obligatoire. Et par conséquent, il est peut-être encore envisageable que la France ne connaisse pas le même phénomène que l'Algérie ou l'Égypte, où toute femme qui ne porte pas le voile est suspecte de manquer à la solidarité du clan. Alors pourquoi dans les universités françaises, des jeunes femmes peuvent-ils aller dans les cours voilées ? Parce qu'on suppose qu'elles sont majeures et qu'à ce moment-là, elles peuvent le faire. C'est un débat qui a eu lieu. Moi, je me suis toujours prononcé pour la liberté, s'agissant de jeunes filles ayant plus que 18 ans. Entre séparatisme et communautarisme, quelle différence faites-vous au jour d'aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement ? Je pense que le président Macron a voulu éviter de stigmatiser toutes les communautés, parce qu'il y a des communautés naturelles, d'affinité, qui ne portent pas atteinte à la supériorité de la loi républicaine. Par contre, quand tel est le cas, quand une religion prétend imposer sa loi au-dessus de la loi républicaine, à ce moment-là, il y a la manifestation d'un séparatisme. On ne vit pas de la même manière, on ne se nourrit pas de la même manière, on n'obéit pas aux mêmes règles. Les filles pourront hériter d'une part qui sera réduite de moitié par rapport à la part des garçons. Disons que tout cela mérite d'être combattu. Et l'égalité de la loi républicaine, c'est un vieux principe que nous tirons de la Révolution française. Il n'y a pas de raison de transiger là-dessus. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Pierre Chevènement, Le Chant de la Terre, Mahler, interprété bien sûr par Kathleen Ferrier. Spiegel ihre schlanken Glieder
Je voudrais qu'on parle de votre appétit de la beauté, Jean-Pierre Chevènement, car dans ces mémoires qui viennent de sortir, il y a beaucoup de pages consacrées à l'émotion que vous ressentez, à l'écoute de la musique, à la lecture de livres, et notamment votre amour de Stendhal, ou aussi à la découverte de civilisations. Comme si cet appétit de connaissance était porté par vous vers un contentement que vous donne la beauté. Est-ce que je me trompe ? Vous ne vous trompez pas. J'ai été orienté vers les livres dès le plus jeune âge. Ils ont toujours été mon univers et je ne me suis pas borné à la civilisation du livre, ou plus exactement, je regarde aussi les livres que sculpte ma femme, qui est sculpteur et qui a une œuvre tout à fait impressionnante derrière elle, avec le grand livre du temps, une de ses sculptures. Et puis naturellement, je suis porté vers les arts plastiques, les grands peintres, les grands romanciers, les langues. Je ne dirais pas que je suis très fort en langue étrangère, mais la littérature étrangère, je connais, et j'admire autant la littérature russe, allemande, latino-américaine, anglo-saxonne. Il y a pour moi là un monde de découvertes dont je ne pourrais pas me séparer. Alors maintenant, vous ne pouvez plus beaucoup voyager à cause du confinement, alors que les voyages ont tissé votre existence. Ces voyages vous ont apporté des joies, des étonnements, des interrogations, des pistes de réflexion. Donc vous voyagez en chambre, maintenant. Oui, j'ai toujours voyagé par la pensée, donc je ne suis pas vraiment privé, parce que je connais, je peux dire presque le monde entier. Et j'ai une prédilection. Le monde entier ? Il y a peu de pays où je ne me sois rendu. Disons que la grande découverte pour moi dans ces 20 dernières années, ça a été la Chine. J'ai fait une douzaine de voyages en Chine. Et le bouleversement extraordinaire qui touche ce grand pays, ça c'est une expérience. C'est le voyage qu'il faut faire. Mais en même temps, peut-être après la guerre d'Algérie, je me suis tourné vers le monde de l'Orient. Je connais bien les pays du monde arabe, jusque dans leurs régions les plus reculées. Je suis allé en Afghanistan, j'ai fait le tour de l'Afghanistan. C'est pas le monde arabe, hein, c'est le monde musulman. C'est le monde Pashtun, Hazara, Ouzbek, Tadjik. Donc, je suis toujours fasciné par ces différences. Mais en même temps, ça ne me décourage pas d'être français, bien au contraire. Je me sens très bien comme français et je ne suis pas de ceux qui sombrent dans l'autoflagellation. Je pense que les Français ont toujours été à l'origine des voyageurs. J'ai toujours pensé à Champlain, à Cavalier de la Salle qui a découvert le Mississippi, à beaucoup d'autres qui ont fait le tour du monde. Je pense à Bougainville, je pense à la Pérouse. Le mot de Louis XVI m'a toujours charmé. C'est le dernier mot de Louis XVI. Il monte sur l'échafaud. On lui demande s'il a quelque chose à demander. Et il répond « Oui, je voudrais savoir si on a des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. » C'est beau. Bon, oui, c'est pas mal, ça vous correspond bien. On vous imagine bien comme ça, Jean-Pierre Chevènement, en tant qu'explorateur des hautes terres inconnues de la politique, car la politique, vous en avez fait pendant des décennies, vous avez été une grande gueule, vous avez su au moins démissionner quand certains ne pensent pas la même chose que leur président, mais continuent à rester dans le même gouvernement.
vous au moins, vous êtes clair et transparent, mais puisque vous parlez de Louis XVI sur l'échafaud, vous n'avez pas été sur l'échafaud, heureusement, mais vous avez frôlé la mort. Et à l'intérieur de ces mémoires, vous avez des pages bouleversantes et en même temps très drôles sur l'approche de la mort. Il n'y a pas tellement de personnes qui peuvent témoigner comme vous de l'approche de la mort et surtout de leur réaction quand ils reviennent de ce fameux couloir de la mort. Qu'avez-vous fait quand vous en êtes revenu, Jean-Pierre Chevènement ? Eh bien, j'ai vu la mort de très près à au moins 2 occasions. À Oran, le 5 juillet 1962, où j'ai vu une mitraillette posée sur mon estomac, culasse en arrière, donc un petit choc aurait suffi. Et puis, j'ai effectivement été victime d'un accident thérapeutique, une injection de curare a immobilisé mon cœur pendant 55 minutes, ce qui a un peu endommagé un certain nombre de mes organes et m'a plongé dans un coma de 3 semaines. Donc je raconte dans le livre la manière dont j'ai abordé à la bonne rive à l'issue de ces 3 semaines. Bon, il faut que les lecteurs découvrent quelque chose, sinon ce ne serait pas... Oui. Faisons un peu de teasing, n'en dites pas plus. Je peux quand même dire, sans porter atteinte au plaisir qu'auront nos lectrices et nos lecteurs en découvrant vos mémoires, que quand même, je ne dirais qu'une seule chose, que quand même quand vous revenez à vous, ce n'est pas en français que vous vous exprimez. Oui, j'écris sur une ardoise parce que je ne peux pas parler, je suis intubé, et j'écris sur une ardoise, primum non nocere, d'abord ne pas nuire, ce que le médecin qui est en face de moi ne comprend pas, car il est très jeune, il est d'une génération qui a été pénalisée par la mesure d'Edgar Faure supprimant le latin en 6e, en 1938. Que vous n'avez pas approuvé. Que je n'ai pas approuvé parce que je suis très attaché aux humanités classiques. Je voudrais vous dire une chose. Ces récits assez extraordinaires d'épisodes auxquels j'ai été mêlé au premier plan, et il y en a toutes sortes, Épinay, mai 81, mais aussi la guerre du Golfe, la réunification de l'Allemagne, l'implosion de l'Union soviétique, et tant d'autres, ne se seraient pas produits si je n'avais pas, dans ma forme d'esprit, l'idée qu'il faut toujours inventer des situations nouvelles, et que je me suis toujours efforcé de créer des situations qui permettaient de sortir d'une situation, d'un état par le haut. Par exemple, quand je suis revenu d'Algérie, l'offre politique ne me satisfaisait pas. Je créais le CRS et j'ai rencontré François Mitterrand quelques 18 mois plus tard. Et je pense que de là a jailli quelque chose, c'est-à-dire une formidable énergie qui a permis au Parti socialiste de se rénover, de conquérir le pouvoir avec François Mitterrand le 10 mai 81. Mais je raconte aussi toutes ces luttes intestines qui peuvent paraître un peu dérisoires. Mais le congrès de Metz, croyez-moi, c'était quelque chose. La rivalité de François Mitterrand et de Michel Rocard. Et tout ça, je le raconte par le menu, sans chercher jamais à tirer la couverture à moi. Ce sont des choses vécues de près, et ça peut concerner de très grands événements. Ça n'en concerne pas de petits. On a l'impression, en lisant vos mémoires, Jean-Pierre Chevènement, que vous croyez beaucoup plus à l'intuition qu'à la réalité, que vous en avez une forte intuition pour appréhender l'événement qui s'offre à vous. Je dirais que je crois à la puissance de l'imagination. Elle ne s'oppose pas pour moi à la méthode cartésienne, qui est une méthode d'analyse. Mais l'intuition, l'imagination, c'est ce qui permet de faire un grand bond en avant et d'imaginer des situations que, au premier coup d'œil, on ne voit pas. Par exemple, l'Union de la gauche, c'était pas du tout évident en 1963. Ouais, mais en 2020, qu'est-ce qu'il en reste, Eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi. Si l'Union de la gauche n'avait pas tourné le dos à ses promesses, si elle avait maintenu le fil d'un dialogue exigeant avec les couches populaires qui la soutenaient, peut-être nous n'en serions pas tout à fait là. Et là, vous faites remonter à l'intérieur de votre bouquin, Jean-Pierre Chevènement, la coupure avec le peuple au fameux, entre guillemets, tournant de 1983 sous première mandature de François Mitterrand. Alors, je veux être juste.
François Mitterrand est un prodigieux stratège dans la conquête du pouvoir et ensuite dans sa conservation. Mais le pouvoir pour le pouvoir n'est pas un horizon. Il y a une petite conversation que je rapporte en 1973 entre lui et moi, et où il me dit « Le pouvoir, c'est la noblesse de la politique ». Je lui dis « Oui, mais à condition que ça débouche quand même sur autre chose que le pouvoir. Sinon, nous risquons de nous perdre. » Et il me semble que François Mitterrand, en 1983, aurait pu prendre un autre chemin. Je suis même convaincu qu'il n'a pas eu les hommes qui lui permettaient de le faire. Ni Mauroy ni Delors ne voulaient aller là où il voulait aller. Par conséquent, il les a suivis. Et de ce renoncement initial est sortie la grande dérégulation à l'échelle de l'Europe, qu'a été ce qu'on a appelé le marché unique ou l'acte unique. Et à partir de là, nous avons installé un système où la recherche d'une main-d'œuvre à bas coût a entraîné la délocalisation de la moitié de notre industrie. Je pense que c'est en effet dans ces années-là qu'il faut chercher l'origine des maux qui rongent la société française. Cela dit, François Mitterrand avait une vision qui était l'Europe, une vision qui était la sienne. Il a certainement oublié de nous laisser le mode d'emploi, parce que au moment où on fait la monnaie unique avec l'Allemagne, on ne sait pas encore comment ça va marcher. Et il faudra attendre M. Draghi en 2015 pour mener une politique monétaire accommodante, une politique de création monétaire. Mais réfléchissez, entre 1992, le traité de Maastricht, et 2015, il y a quand même 8 et 15, 23 ans qui s'écoulent et qui contribuent à enfoncer notre pays dans la désindustrialisation et le chômage, à multiplier ces fractures. On parle d'archipélisation de la société française, mais elles viennent bien de quelque part, ces fractures. Donc mon livre essaye aussi de comprendre, et je le fais, me semble-t-il, avec beaucoup de justesse et de justice à l'égard de François Mitterrand, car je sais les qualités qui étaient les siennes, je les ai appréciées, j'avais pour lui beaucoup d'affection, et je pense même que dans une certaine mesure c'était réciproque. Mais nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Tout ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas du réchauffé, c'est une vieille affaire. Mais il est intéressant de regarder les choses dans le flux du temps, sur 40 ou 50 ans, parce qu'on voit mieux où étaient les bifurcations et comment il aurait peut-être fallu procéder pour qu'il en soit aujourd'hui autrement. Dernière question, Jean-Pierre Chevènement. Le titre de vos mémoires, c'est une citation de Saint Matthieu. De Matthieu, qui veut risquer sa vie la sauvera. En tout début d'émission, vous avez parlé de votre forte appartenance et croyance en la laïcité. Est-ce que vous êtes laïque et croyant en même temps? Ma mère était les deux. Elle allait à la messe le dimanche matin et l'après-midi, elle faisait signer les pétitions du Comité national d'action laïque. Et moi, j'ai fait ma communion solennelle. J'ai été au catéchisme. J'étais un petit chrétien aussi. Mais en même temps, je comprenais ce qu'était la laïcité et l'exigence de discrétion qu'elle comportait. Ensuite, j'ai plutôt substitué la philosophie et la religion, mais j'ai toujours le sentiment de quelque chose qui me dépasse, d'une transcendance, si vous voulez. Enfin, on peut employer un autre mot, mais que l'aune d'une vie n'est pas celle à laquelle on doit mesurer un projet de société, un projet politique. C'est trop court. Un de mes amis disait 10 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup, mais dans la vie d'un peuple, c'est très peu. Et plus je vais, plus je pense cela, et plus j'espère, plus je crois dans l'avenir et dans les possibilités que le patriotisme républicain régénéré offre à la France. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle que le titre de votre livre, c'est « Qui veut risquer sa vie la sauvera », mémoire, que ces mémoires viennent de paraître aux éditions Robert Laffont. On va se quitter en écoutant Raphaël et son titre « Maquillage bleu ». Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Pardon, l'amour s'en va comme
cheveux dans le cuir de cette nuit, qu'on se réchauffe un peu, qu'on se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'air dans les bras du dépanneur? Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de Brise-Lac. On a eu Twitter, Victoria Beckham, s'occupant de nos âmes, s'occupant de nos âmes. Ça quand même, Mondo c'est fini, Christophe en Ferrari, Hallyday, Johnny. Ça bouge un peu, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à pardon en mieux. L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit, qu'on se réchauffe un peu. Ça bouge un peu, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Et c'est avec Raphaël que nous nous quittons ce soir, non sans avoir remercié Tiffany Battistel qui était à la régie technique. Et merci bien sûr à Julien Monteil, à France Bleu Avignon, qui nous a si gentiment et efficacement accueillis. Merci beaucoup Julien. Merci aussi à Céline Villegas, Élodie Royer, Mathilde Verfailly et Alexandra Brouillet. Merci bien sûr à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.